Thank you very much, Victoria, for this introduction. Et merci de m'avoir invité à faire des remarques conclusives dans cette journée. Alors, je ne vais pas faire revenir sur toutes les interventions de la journée, ni en faire le résumé, ni reprendre les points essentiels. Ce serait une tâche impossible vu la richesse des thèmes qui ont été abordés. Je vais faire successivement trois choses. La première, c'est faire simplement trois réflexions qui me sont venues à l'audition de cette journée, évidemment qui ne recouvrent pas toute la matière qui était traitée pendant cette journée. Puis j'en viendrai, comme cela a déjà été dit, à Pasteur, et je vous dirai pourquoi et un petit peu pourquoi il me semble un personnage tout à fait intéressant et en fait très lié aux discussions qu'on a eues aujourd'hui, malgré la distance dans le temps. Et puis je finirai par deux questions qui resteront peut-être provisoirement sans réponse, mais qui, à mon avis, pourraient être discutées ultérieurement dans des journées aussi intéressantes que celles que vous avez organisées. Alors, ces trois, d'abord une petite remarque peut-être, donc vous m'avez dit je suis historien et puis aussi biologiste moléculaire, je vais parler avec les deux un peu en profitant de mes deux formations. Les historiens apparaissent souvent comme des gens qui sont un peu des rabat-joie. Parce que là où on dit, voyez, il y a une transformation, il y a un nouveau paradigme, il y a quelque chose d'absolument révolutionnaire, l'historien arrive souvent en vous disant, oui, mais vous savez, c'est pas si nouveau que ça, quelqu'un avait déjà dit ça il y a un siècle, il y a 2 siècles, etc. Donc, je ne vais pas jouer ce rôle. Ce que je vais faire, c'est peut-être simplement dire qu'effectivement, il y a certaines idées qui ne sont pas si nouvelles, que ce qui est peut-être nouveau, c'est plutôt une conjonction d'idées, le regroupement de questionnements différents dans différents domaines. Et je pense que c'est un des mérites de l'histoire, justement, peut-être de nous dire, de permettre de mieux situer où est la vraie nouveauté, quelquefois, là où nous la voyons peut-être de manière un peu superficielle dans un point particulier. Et deuxièmement, l'histoire, c'est l'avantage, c'est un déplacement, alors pas de géographique comme en allant en Chine, mais finalement, c'est un déplacement conceptuel. Et puis, en voyant par exemple quelqu'un comme Pasteur, on se rend compte de visions du monde des microbes, etc., qui sont très différentes de la nôtre aujourd'hui, et ça éclaire notre propre vision contemporaine. Alors, trois remarques. La première, pour évoquer une personne dont je ne crois on n'a pas parlé, qui pourtant, à mon avis, a une importance considérable pour finalement permettre ce renouvellement de réflexion sur les mondes microbiens, c'est Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould a énormément insisté, comme vous le savez, sur deux aspects. D'abord, le fait que dans le monde vivant, la majorité des êtres vivants sont des micro-organismes. Et deuxièmement, insister sur l'idée que les microbes ne sont pas, comme on le disait autrefois, facilement non évolués, mais ils sont aussi évolués que d'autres organismes comme les mammifères. Il n'y a pas tellement longtemps, beaucoup de biologistes, quand on parlait d'évolution, ils ne considéraient que les organismes qu'on appelait à l'époque supérieurs. Ils ne considéraient jamais les micro-organismes. Et je me souviens même d'un autre biologiste dont je ne dirai pas le nom parce qu'il est mort, mais qui disait « mais il n'y a pas d'évolution pour les micro-organismes ». Or, ça a été le mérite de Gould et d'autres, bien sûr, mais il a joué un rôle majeur en nous disant « si, ils sont aussi évolués que les autres organismes, et même ils sont peut-être plus puisqu'ils se reproduisent très rapidement et donc ils ont connu un plus grand nombre encore de générations. Et ils sont partis évoluer parce qu'ils ont réussi à produire des systèmes, à s'adapter à des milieux environnementaux très différents et à, pour cela, développer des systèmes moléculaires très complexes. Juste une petite anecdote, d'ailleurs, pour l'évolution et le rôle des microbes dans l'évolution. Il y a une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, après le séquençage du génome humain, sans doute vous vous souvenez, on avait séquencé le génome du singe et puis on se disait, en comparant les deux génomes, on va savoir ce qui nous fait humain.
C'était le titre des journaux scientifiques à l'époque. Et ce qui nous fait humains, donc, ça allait être la différence, les différences de nos gènes, entre nos gènes et ceux du singe. Et alors, grosse déception, parce qu'on a trouvé deux catégories de gènes qui avaient plus divergé entre l'homme et le singe que les autres. Cette catégorie, c'était d'abord les gènes impliqués dans le métabolisme, c'est-à-dire l'usage de la nourriture, des aliments et leur transformation, et c'était les gènes impliqués dans le système immunitaire. Pas les gènes qu'on attendait, ceux qui permettaient le développement du cerveau, des connexions nerveuses et autres. Et finalement, c'est assez amusant aussi parce que l'alimentation, eh bien, ça renvoyait à l'idée, par exemple, du rôle de la cuisson dans l'alimentation humaine et au cru et au cuit de Claude Lévi-Strauss. C'est assez amusant de voir la référence. Et de l'autre côté, évidemment, le système immunitaire, pourquoi il a évolué? Ben parce que probablement, il a dû s'adapter, il s'est lutté contre un certain nombre de micro-organismes, s'adapter à des micro-organismes. Et au fond, nous voyons dans nos gènes le reflet de cette histoire où les micro-organismes ont joué un rôle important. Je ferme cette parenthèse sur cet aspect pour en venir à un deuxième aspect qui est les liens ou les relations entre ce qu'on appelle la biologie moléculaire, disons pour faire simple, et puis l'écologie, l'évolution. Pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, presque, il y a eu une sorte d'opposition entre, d'un côté, les évolutionnistes qui luttaient pour essayer, et les écologistes pour essayer de montrer la diversité du monde vivant, et d'autre part, les biologistes moléculaires qui insistaient plutôt sur l'unité du monde vivant. Vous connaissez le célèbre aphorisme de Jacques Monod, qui en fait d'ailleurs n'était pas de lui, mais ça c'est l'histoire des formes toujours, qui était tout ce qui est vrai pour Escherichia coli est vrai pour l'éléphant. Donc, niant par là la diversité du monde vivant. Il me semble que la journée montre bien que cette étape, ce temps est vraiment révolu. Aujourd'hui, nous avons eu dans les exposés une vraie combinaison, non seulement des techniques moléculaires, mais même des concepts moléculaires avec les notions venant de l'écologie, de la théorie de l'évolution. Donc, cette séparation a disparu et je pense pour le bien de tous et de toutes ces disciplines. Troisième point que je voulais juste évoquer, c'est le microbiote. Alors, c'est un domaine tout à fait passionnant. En même temps, je pense, et c'était très bien de le dire, il y a eu quelques excès, comme par exemple lorsqu'on a représenté l'espèce humaine comme une boîte de pétri. Nous ne sommes pas qu'une boîte de pétri pour les bactéries que nous hébergeons. Il reste encore des petites traces quand on compte, par exemple, les micro-organismes et qu'on compare le nombre au nombre de nos cellules. Je trouve que ça n'a pas tellement d'intérêt. Ce qui est intéressant, par contre, c'est d'insister sur la diversité des micro-organismes avec lesquels nous sommes en contact et des interactions complexes qui se passent. Qu'est-ce qui va en sortir de l'étude du microbiote, aussi bien pour les phénomènes, disons, de résistance aux maladies, par exemple, de relation avec les micro-organismes, que pour des aspects, d'autres maladies même auxquelles on n'avait pas pensé initialement, les maladies mentales, etc. Je pense qu'on est vraiment dans une phase encore exploratoire. Exploratoire voulant dire qu'on a des corrélations, mais comme cela a été évoqué dans la discussion précédente, il va falloir passer souvent de corrélation à la vraie preuve qu'il y a bien un lien entre les deux phénomènes. Parce qu'effectivement, le microbiote se modifie au cours du vieillissement, mais comme Pierre-Olivier l'a fait remarquer, qui commence? Y a-t-il une cause? Alors, il y a sans doute un système, et effectivement, avec peut-être des auto-amplifications, mais les relations restent complexes et il y a encore beaucoup de travail à faire, même si une recherche passionnante. Bien, alors j'en viens maintenant à Pasteur. Quand vous m'aviez invité à parler aujourd'hui, je vous ai dit, ah ben, ça tombe bien parce que je suis en train de faire des recherches sur Pasteur et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de résonance avec le thème de la journée. J'en suis encore plus convaincu ce soir. Pasteur est une figure complexe. Il est complexe parce qu'en fait, il est très mal connu. Alors peut-être, ça va vous surprendre, vous allez dire, mais Pasteur, on en entend tellement parler, même aujourd'hui, il est très bien connu. Non, parce que l'historiographie de Pasteur est absolument affreuse. Il y a une première phase qui était une phase d'hagiographie d'une histoire
qui a enjolivé totalement l'œuvre pasteurienne, introduit un très grand nombre de mythes, et, comme par exemple, je vais illustrer avec le fait que Pasteur n'aurait pas serré les mains de peur de se contaminer. Ça, vous le trouvez dans tous les livres qui parlent de Pasteur. Il était tellement convaincu du rôle des microbes qu'il ne serrait pas les mains. Et en quelque sorte, on a, d'une certaine manière, pasteurisé Pasteur. Cette belle légende, il y a deux problèmes. C'est d'abord qu'il ne serrait pas les mains, même avant d'avoir travaillé sur un quelconque microbe, et même avant d'avoir eu l'idée que les microbes pouvaient être impliqués aussi bien dans les fermentations que dans les maladies. Donc, il faut y voir plutôt une sorte de mesure d'hygiène qui devait être assez répandue à l'époque, plutôt une lutte contre la saleté, entre guillemets, sans qu'on sache d'où elle venait. Et puis, deuxièmement, c'est qu'il y a des témoignages, même quand il était très âgé, donc là, qu'il avait travaillé sur des maladies microbiennes, où il posait la main sur les épaules des gens qu'il aimait bien, de collaborateurs ou autres. Alors, en ces temps de Covid, nous savons que poser la main sur quelqu'un, ce n'est pas un de ces gestes que nous devons faire. Ça ne fait pas partie. Nous devons prévenir ce genre de choses. Donc, ça prouve que ça fait partie des légendes et de la déformation de Pasteur. Donc, première phase d'enjolivement ou de mythe. Et puis, alors, deuxième phase qui a été une phase de Pasteur bashing, c'est-à-dire qu'on a renversé ça. On a dit, voyez, Pasteur, il n'a pas fait ce qu'on a dit, il y a eu des précurseurs, ses collaborateurs ont fait plus qu'il n'a dit lui-même, il a parfois menti sur ce qu'il avait fait, etc., etc. Alors, toutes ces critiques sont pas fausses, il y a du vrai et on apprend des choses. Mais en même temps, à la fin, on se retrouve un peu en disant, d'accord, c'est très bien, mais alors qui a-t-il été et qu'est-ce qu'il a fait exactement? Et on n'a pas beaucoup de réponses, sauf des réponses assez générales du style d'un Pasteur, il a fait circuler les idées, il a été un propagandiste, etc. Oui, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer, je pense, sa contribution. Donc, et là, on a de gros points d'interrogation. On ignore encore beaucoup de choses sur Pasteur. Alors, je vais prendre maintenant de me focaliser sur deux domaines de l'œuvre pasteurienne qui sont en relation avec la journée. Le premier, c'est les fermentations. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit, en particulier ce matin, sur le rôle de Pasteur dans la découverte des ferments. Bon, il n'a pas été le seul, c'est clair, mais il a été quand même celui qui a généralisé le phénomène et il a aussi découvert des phénomènes absolument nouveaux, comme par exemple la vie sans air ou la coopération entre différents microbes pour la transformation, par exemple, de certaines molécules. Donc, toutes ces notions, il les a introduites et il est largement responsable. Mais je vais aller plus loin. Pasteur a vraiment donné aux micro-organismes un rôle majeur. Déjà, vous voyez, ça fait partie au fond, des anticipations, si on peut dire. Il avait une phrase qu'il a répétée sous des formes différentes, qu'il a répétée souvent, qui était « ce monde des infiniment petits, mais apparu infiniment grand et important ». Il y a plusieurs phrases un peu qui se ressemblent, mais le fond de la phrase est là. Pourquoi? Parce qu'il était absolument certain que les microbes avaient un rôle essentiel dans le recyclage des molécules organiques. Et d'ailleurs, il a été jusqu'à dire sans les micro-organismes, la vie ne serait pas possible. Donc, une phrase relativement forte en relation avec ce qui a été dit aujourd'hui pendant cette journée. Alors, je vais laisser ça, Pasteur, sur les ferments, même s'il y a un lien, et passer à la deuxième phase de l'œuvre de Pasteur sur la théorie des germes, comme on l'appelait, donc le rôle des microbes dans les maladies, l'atténuation des microbes et la vaccination. Alors d'abord, pour vous dire que, pour illustrer ce que je disais précédemment, on connaît mal Pasteur. Finalement, on interprète aujourd'hui Pasteur à l'œil de nos connaissances. C'est-à-dire, on dit, oui, Pasteur, il a découvert que des microbes pouvaient atténuer, et puis il a eu l'idée qu'en injectant des microbes atténués, on allait stimuler les réponses de l'organisme et donc préserver l'organisme contre les vrais microbes pathogènes. Le seul problème, c'est que Pasteur n'a jamais fait jouer un quelconque rôle
à l'organisme hôte dans la réponse aux microbes. Son seul schème explicatif était la compétition entre les microbes. Donc, il ne voyait l'effet de la vaccination que comme la résultante d'une compétition entre le germe atténué et le germe pathogène sans que l'organisme ne joue aucun rôle. Alors, ce n'est pas inintéressant parce que c'est un autre modèle pour s'opposer aux organismes pathogènes, mais en tout cas, ce n'est pas la vision que nous avons aujourd'hui de ce qu'est la vaccination. Alors, quelle est la conséquence de ce modèle et de la vision qu'avait Pasteur? C'est que, deuxième élément assez original de la pensée de Pasteur, il pense que les maladies ont toujours été là, que les organismes pathogènes ont toujours été là. Il voit simplement l'arrivée, la formation d'épidémies comme le retour ou la retransformation d'organismes pathogènes qui avaient été atténués et qui se sont réactivés. Donc, il voit dans la nature des cycles entre état pathogène et état atténué, avec des changements qui vont être à l'origine de nouvelles épidémies ou pandémies. Donc, pour revenir au terme que vous avez utilisé pour définir cette journée, s'il envisage effectivement qu'on puisse faire disparaître des maladies, car ça, il l'a dit, il n'a jamais été question de faire disparaître des micro-organismes pathogènes, parce qu'ils ne disparaîtront pas, ils deviendront non pathogènes. Mais un jour ou l'autre, ils pourront redevenir pathogènes, se reconvertir. Donc, c'est une vision très originale, très différente de la nôtre. Alors, elle est aussi différente parce qu'il n'est évidemment, il n'y a rien de commun entre la vision du microbiote et la vision pasteurienne, c'est-à-dire d'interaction entre les micro-organismes que nous abritons et nous-mêmes, enfin l'organisme hôte, donc nous-mêmes si c'est l'être humain. Pour Pasteur, il n'y a qu'une barrière entre les deux, et c'est pour ça qu'il va mener un combat en faveur de l'asepsie et des précautions que doivent prendre les chirurgiens, parce que leur faute, c'est de rompre cette barrière. Donc, c'est en rompant cette barrière qu'ils permettent aux germes pathogènes de pénétrer dans l'organisme. Donc, c'est sa vision des maladies, et évidemment qui n'a rien à voir avec les relations complexes qui ont été évoquées précédemment. Alors, pour ne pas être trop long, je vais simplement rapidement maintenant, en 2 minutes, évoquer deux aspects, un peu, ou plutôt 2 questions. La première, c'est je reviens sur ce terme d'éradication. Votre titre a évoqué quelques réactions en disant, mais alors, est-ce que c'est un combat contre, par exemple, ce qui a été fait pour la variole ou ce qui est en train d'être fait pour la polio? Alors, je ne pense pas que ce soit un combat contre ça, c'est effectivement un combat contre une vision naïve de ce que sont les microbes pathogènes et un oubli de la communauté des micro-organismes. Mais il me semble que la question demeure justement dans ce nouveau paysage, est-ce qu'il restera une place éventuellement pour des éradications? C'est-à-dire, est-ce que si un micro-organisme est très différent des autres, n'appartient pas à une famille complexe, un micro-organisme pathogène, est-ce qu'on peut toujours considérer que, et soit n'est qu'un autre que l'être humain, et qu'on puisse en être certain, est-ce que dans ce cas-là, une politique d'éradication n'aurait pas un sens? Et puis ma deuxième question, ça sera sur un deuxième mot qui, lui, a été quasiment absent aujourd'hui de la journée, et pourtant, c'est peut-être parce que nous l'entendons du matin au soir dans les médias, c'est le mot de vaccination. La question que je poserai, c'est quelle place pour la vaccination dans cette nouvelle vision? Et la question est peut-être vue sous différents angles, parce qu'il y a 2 aspects au moins, un aspect plus social et un aspect plus biologique. Alors, commençons par l'aspect plus biologique. Une vaccination, c'est d'une certaine manière orienter la réponse du système immunitaire vers telle ou telle cible. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de questions pour savoir si les vaccinations, d'une certaine manière, ne sélectionnent pas ou ne forment pas le système immunitaire contre certaines cibles, mais peut-être aux dépens d'autres cibles qui seraient plus utiles ou au risque finalement de cibler notre système immunitaire contre des micro-organismes qui, eux, seraient bénéfiques. Donc,
la vaccination, à mon avis, devrait être resituée du point de vue biologique dans ce cadre des mondes microbiens et sans doute examinée de ce point de vue, plus ça a commencé, mais beaucoup plus encore qu'on ne le fait. Et puis le deuxième aspect, c'est un peu plus social. Inutile de dire qu'il y a quand même un débat sur la vaccination. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une sorte de choix, pas de choix, ce n'est pas le mot, mais disons qu'il y a une sorte de réflexion sur vaccination ou pas vaccination, au moins chez certaines personnes. Mais à mon avis, le vrai débat est plutôt à poser entre la vaccination et les mesures qu'on appelle de distanciation sociale, même si j'ai horreur de cette expression, mais qui est le plus liberticide de la vaccination ou des mesures de distanciation sociale. Et je pense que la question doit aussi être posée, on doit la poser parce que le cadre dans lequel regarder la vaccination doit être plus large. Voilà, je conclurai là-dessus en vous remerciant encore, Victoria, pour l'organisation de cette journée et en remerciant tous les conférenciers que je n'ai pas eu le temps de citer, qui ont été si intéressants. J'ai tellement appris. Je voulais dire, juste pour montrer les liens, que ce que je proposais de faire sur les vaccins, donc voir leur effet sur le monde, c'est un peu le même genre de réflexion qui a été fait sur les fromages. C'est-à-dire, est-ce qu'en sélectionnant quelques micro-organismes, justement, pour essayer de, par exemple, de répéter un processus de production, on n'est pas en train de fausser totalement le processus naturel et de perdre beaucoup en faisant cela. Merci beaucoup. Merci, Michel. Yeah, thank you so much for this extremely insightful closing speech that gives us a lot to think about. I think that's a wonderful way to end the day. I thank you again to all of the speakers and for being here today and the audience. Are there any sort of final questions? Okay, well, I would have a final comment. Je voudrais d'abord remercier Victoria pour avoir organisé cette réunion extraordinaire qui m'a paru vraiment très très riche et à l'image vraiment de ce que nous attendons ici à l'Institut. Vous remercier, vous tous qui avez contribué à cette journée par des choses que je trouve absolument passionnantes. J'espère qu'on va pouvoir non seulement diffuser l'enregistrement sur la chaîne YouTube, mais peut-être aussi, parce que je pense que ça en vaut la peine, essayer d'en faire peut-être une publication quelconque, parce que je trouve que c'est une très très bonne introduction en matière. Non seulement elle est intéressante pour les gens qui travaillent dans le domaine, mais je pense que vous avez réussi à atteindre un niveau de clarté suffisant pour que ça soit accessible à un public très très large. Je pense également, et c'est quelque chose que vous avez dit les uns et les autres, que si le domaine est très riche et a déjà été très largement défriché, ce n'est que le début de quelque chose d'extraordinairement important sur le plan scientifique et sur le plan sociétal. J'ai entendu parler de changement de paradigme. Les changements de paradigme sont des choses qui se préparent et qui s'accompagnent notamment avec, je dirais, des guides à la décision, et vous êtes précisément les spécialistes actuellement de ce domaine-là, et donc ce que vous pouvez fournir comme recommandations et comme connaissances peut avoir une influence importante dans ce que sera l'évolution de ce champ. Moi, je rêverais d'un petit manifeste à l'usage des décideurs et peut-être aussi des scientifiques qui donne quelques orientations. Et un changement de paradigme, tel que je le comprends, va plutôt, non pas dans le sens de l'éradication, et c'est bien la cause que soutient Victoria Lee, à laquelle j'ai l'impression que vous souscrivez, mais dans celui aussi d'une construction, c'est-à-dire une coopération avec les microbes. Et j'ai entendu, par exemple, quand on discutait de ce qu'étaient les différentes façons de lutter contre l'antibiorésistance, il y a des choses, et c'est aussi un petit peu ce que nous signale Michel Morange, il y a des façons qui sont plus ou moins coopératives. Et autant, je dirais, la phagothérapie ou les autobanques de microbiote ou le don bactérien vont dans le sens de les bactéries, c'est nous, et coopérons et gardons ce capital et faisons-le fructifier, autant des approches qui sont plus agressives vont peut-être pas dans le sens de ce paradigme qui sera un paradigme
coopératif et écosystémique. Je pense que ça vaudrait la peine que peut-être Victoria essaye de voir avec vous ce que vous pouvez faire pour qu'il, alors je ne veux pas parler de legs, mais qu'il y ait un don justement intellectuel à cette communauté, à ceux qui vont travailler sur ce domaine, puisque vous êtes les plus avancés sur ce domaine. Quelles sont les orientations que vous donneriez à des décideurs dans le cadre de programmes scientifiques, dans le cadre de la création d'institutions, hein, et éventuellement dans le cadre éthique, politique et financier qui nécessairement viendra encadrer le développement de ce domaine. Je voudrais vous remercier une fois encore, le public aussi qui aura accès donc à cette conférence sur la chaîne YouTube de l'IEA. Et encore merci et bravo à vous tous et surtout à Victoria. C'est un honneur pour nous de vous avoir comme fellow, Victoria, et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.